C'est au détour de cette affaire Wagram et de l'implication de Bernard Squarcini qu'apparaissent au grand jour des méthodes de barbouzerie. Le chef du SNRO m'a dit qu'il n'y aurait pas d'indemnisation puisque la mission n'existait pas et qu'on trouverait une solution. J'ai compris que ce n'était pas une mission officielle. Où des intérêts privés prennent le pas sur l'intérêt général. Allô ? Fakir, ils vous ont ciblé. Mais sache que nous, on les a infiltrés. Bernard Squarcini a-t-il utilisé les moyens de l'État au profit privé de Bernard Arnault ? C'est une des affaires les plus emblématiques de la porosité entre la voyoucratie, le plus haut spectre de la police française et le milieu des affaires. L'affaire dite Squarcini, du nom de Bernard Squarcini, ancien directeur central des renseignements intérieurs, désormais considéré par la justice comme un délinquant, puisque condamné le 7 mars 2025. Tout commence en 2010, quand Tracfin, le service de renseignement financier, alerte la justice. Un employé du cercle de jeu, Wagram, détient des centaines de milliers d'euros sur ses comptes. L'homme est suspecté de trafic de stupéfiants et de blanchiment d'argent sale. L'équipe du cercle de jeu est mise sous écoute et les policiers découvrent alors qu'une guerre est en cours entre membres du grand banditisme corse pour la direction du cercle et de sa très lucrative activité. Une affaire massive d'extorsion éclate, l'affaire Wagram. En juin 2011, une quinzaine de personnes est interpellée, mais un certain nombre échappent aux coups de filet policiers. Pour les flics du service central des courses et des jeux, il n'y a aucun doute. Ces personnes ont été prévenues par des fuites internes. Il y a des taupes au service du grand banditisme corse dans la police. Et le nom qui revient le plus souvent, c'est celui de Bernard Squarcini, chef des services secrets français. Car celui-ci pèse de tout son poids pour entraver l'enquête. Il tente par exemple d'éviter que la porte de l'appartement de la gérante du bar soit forcée lors de la perquisition. Il faut dire que Madame Giacomini est une très proche de Squarcini, qu'elle appelle tonton. Elle a même été recrutée au cercle Wagram grâce à un certain François Casanova, policier corse, devenu limier des renseignements généraux et réputé être à l'origine de la carrière de Squarcini. Les services secrets sont donc clairement en relation étroite avec plusieurs membres du cercle Wagram, dont Michel Ferracci, condamné pour détournement d'argent au profit du gang corse de la Brise de Mer, et Philippe Terrazzoni, condamné pour extorsion. Terrazzoni était un informateur des services secrets en Corse et notamment d'un major de police, lui aussi très proche de Bernard Squarcini, un certain Christian Orsatelli. L'implication de policiers est d'ailleurs tellement importante dans l'affaire Wagram que des scellés relatifs à Madame Giacomini disparaissent. Pour protéger son cercle, Bernard Squarcini, un très proche de Nicolas Sarkozy, met à profit son pouvoir et ses réseaux jusqu'à mettre des policiers récalcitrants sous écoute en prétextant des liens avec des services de renseignement étrangers. Un commandant de police au service des jeux déclare aux enquêteurs. En fait, tout est né du cercle Wagram, qui était un bon pied-à-terre des collègues de la section opérationnelle des renseignements et surveillance dirigés par M. Squarcini. C'est donc au détour de cette affaire Wagram et de l'implication de Bernard Squarcini qu'apparaissent au grand jour des méthodes de barbouzerie où des intérêts privés prennent le pas sur l'intérêt général. Des méthodes égrenées au cours de deux grandes périodes, entre 2008 et 2012, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, alors que Bernard Squarcini est à la tête des services secrets. Puis, de 2013 à 2016, lorsqu'évincé par le président Hollande, Squarcini ouvre sa société de conseil en intelligence économique. Mais revenons en 2008, alors que Bernard Squarcini dirige les puissants renseignements français. Il confie une mission spéciale à sa section nationale de recherche opérationnelle. Un jour, le chef du SNRO me confie une mission. Il s'agit d'identifier un homme qui essaie d'extorquer de l'argent à un grand chef d'entreprise français. Il usait du chantage. Il lui envoyait des courriels, le menaçant de faire des révélations s'il ne touchait pas une grosse somme d'argent. J'ai demandé pourquoi ce chef d'entreprise ne déposait pas plainte à la police judiciaire. Il m'a dit que cela ne me regardait pas et que la mission venait de très très haut. J'ai compris que cela venait d'au-dessus de Bernard Squarcini.
Notre mission consistait à surveiller les cybercafés et si un individu ne correspondait pas au profil habituel des jeunes, de le suivre et de le loger. L'individu a été identifié par le service du sud de la France. Il n'y a pas eu de compte rendu de surveillance écrit, en tout cas de la part de ma section. Le chef d'entreprise n'est autre que Bernard Arnault, patron de LVMH, l'un des hommes les plus riches du monde. Et cette affaire est tellement hors cadre qu'une partie des policiers qui participent à cette surveillance n'est même pas remboursée des frais de déplacement engagés. Le chef du SNRO m'a dit qu'il n'y aurait pas d'indemnisation puisque la mission n'existait pas et qu'on trouverait une solution. J'ai compris que ce n'était pas une mission officielle. Bernard Squarcini a-t-il utilisé les moyens de l'État au profit privé de Bernard Arnault ? Pour l'ancien chef des services secrets, cette affaire entrait parfaitement dans le cadre de sa mission, définie comme une opération ponctuelle d'identification et de levée de doute pour un grand groupe du CAC 40. Car protéger le patrimoine économique national est en effet une prérogative des services de renseignement. Mais pour les magistrats, cette justification ne tient pas la route. Et c'est le numéro 2 des renseignements de l'époque qui va participer à entériner ces soupçons. René Bailly affirme ne pas avoir été informé de l'existence de cette mission de surveillance, mais témoigne d'une rencontre au siège de la DCRI entre Squarcini et un certain Charles Pellegrini. Pellegrini connaît Squarcini depuis les années 70. Il vient lui rendre visite dans les bureaux de la DCRI sans que son nom apparaisse au registre d'entrée. D'après René Bailly, c'est Pellegrini qui saisit Squarcini de la situation de Bernard Arnault. Quand je suis arrivé, Charles Pellegrini a évoqué cette affaire, c'est-à-dire le fait qu'un maître chanteur s'en prenait à quelqu'un de haut placé dans la société LVMH. Je pense que Charles Pellegrini intervenait pour le compte de la société LVMH. J'ai retenu des déclarations de Charles Pellegrini qu'il y avait dans le comportement de cet individu quelque chose qui pouvait menacer la vie privée de Bernard Arnault. C'était quelqu'un qui voulait lui nuire. C'était en lien avec la vie privée de Bernard Arnault et plus précisément une relation féminine. Un homme réclame à Bernard Arnault 300 000 € en échange de clichés de la maîtresse du grand patron. Dès le début, tout le monde semble donc savoir qu'il s'agit d'une affaire privée. Quelques heures après que les services de renseignement aient identifié l'homme derrière ce chantage, l'information transite pourtant directement chez LVMH. En quelques heures, Charles Pellegrini est déjà en bas de chez l'homme pour négocier au nom de l'entreprise. Des mails envoyés par Pellegrini à l'homme identifié sont retrouvés dans l'ordinateur de l'ex-flic. Ils veulent avant toute chose une garantie absolue qu'il n'y aura nulle part des duplicata. Nous sommes dans une affaire de chantage. Et s'il y a paiement, ce ne sera qu'avec des garanties réciproques, ou bien ce sera la guerre, avec tous les dommages collatéraux pour tout le monde. Ce sont des menaces de flics, il y a toujours une part de bluff, monsieur le président, s'est défendu Charles Pellegrini à la barre. Au procès, le procureur s'étonne auprès de Bernard Squarcini. Mais ça ne vous étonne pas qu'un service de l'État communique des informations classifiées à une entreprise privée ? Non, répond Squarcini. Il faut bien discuter de ce résultat avec la holding, prétend-il. Mais le fait qu'un individu adresse un mail de chantage aurait pu déclencher un article 40, soit la saisine de la justice. Ça ne vous interpelle pas ? Ce n'est pas à moi de le faire, répond le chef des services secrets. Pour le numéro 2, la saisine de la DCRI n'avait qu'un but privé. La saisine de la DCRI, qui aurait pu être concevable dans le cadre de la mission de défense du patrimoine économique, a plutôt été faite parce qu'il s'agissait d'une affaire privée et que l'identification par la DCRI permettait de traiter cela discrètement, négocier quelque chose avec l'auteur. Ou peut-être de l'identifier de manière à le désigner ensuite à un service qui pouvait, à partir de là, enregistrer une plainte et lancer une procédure. En revanche, telle qu'elle semble avoir été menée, cela ne me semble pas relever de la vocation du service. L'affaire est finalement réglée discrètement en interne chez LVMH. Personne n'aura accès à ces clichés dont l'existence n'a jamais été prouvée. Tout un réseau de policiers et d'anciens policiers se sont mis au service du grand patron français. Et celui-ci renvoie l'ascenseur, moyennant contrat de conseil. Car lorsque Bernard Squarcini est écarté des renseignements par l'arrivée de la gauche au pouvoir, sa nouvelle société, Kyrnos Conseil, décroche un contrat de prestataire auprès de LVMH. L'ancien grand flic est rémunéré jusqu'à 45 000 € par mois pour ses services. Et notamment la mise en action de divers fidèles et courtisans. D'abord, via une cascade de sous-traitants où grouille de nouveau le milieu policier. La société Kyrnos passe un contrat de 180 000 € avec la société I2F, détenue par un certain Hervé Sévenot.
I2F fait lui aussi appel à un sous-traitant, JCB Consulting, géré par Jean-Charles Brizard. Et leur mission principale va tourner autour de la surveillance et de l'infiltration d'une association qui visiblement fait trembler Bernard Arnault, Fakir et son président François Ruffin. Allô? Ouais, je voulais te parler, mais quand tu rentreras. J'ai eu un élément, une alerte concernant l'AG de LVMH qui est à venir. Fakir, ils vous ont ciblé. Mais sache que nous, on les a infiltrés. Ah, ça m'intéresse. La mission Fakir est ainsi lancée. Elle durera 3 ans, à grands coups de surveillance, d'infiltration, de tentatives de se procurer en avant-première le film « Merci patron », dans lequel François Ruffin va piéger Monsieur Dijon, encore un ancien policier devenu un sbire de LVMH, qui se déplace dans le Nord pour négocier avec une famille mise au chômage par les licenciements du groupe. Le 15 juin, si tout va bien, à la place de mettre le baron de Bazar à Paris, nous ferons un barbecue dans notre jardin. Vous êtes bien sûr le bienvenu. Mais menez-vous de champagne. Non, mais le barbecue dans le jardin, vous n'allez pas le faire avec Fakir à la CGT, c'est... Ah non. Un film qui restera un tremplin de la carrière politique de François Ruffin. Merci Bernard. Merci Bernard. Quel plaisir de t'avoir carotté, on est heureux comme des fous. 26 factures sont retrouvées lors des perquisitions chez LVMH faisant référence aux seules prestations de la société I2F pour un total de 418 000 €. Comprenant bien le filon, ces conseillers vont aller jusqu'à surjouer la menace contre LVMH. Des alertes trompeuses sont relayées sur des actions de l'association. Est-ce que vous n'estimez pas avoir été trompé par Sévenot et Brizard, demande le président du tribunal à Bernard Squarcini. Pépère a été trompé, répond avec humour l'ancien chef des services secrets. Enfin, tromper un ancien des CRI, s'étonne le magistrat. Mais Bernard Squarcini a plus d'un réseau dans sa poche. Pour parfaire les missions qu'il vend désormais au privé, il sollicite les tauliers, comme on dit dans le jargon policier. L'ancien chef des services secrets peut aussi compter sur 2 aficionados toujours en poste à la DCRI, Christian Orsatelli, et un autre commandant de police du nom de Dominique Weinstein. Les 2 flics sont des fans de leur ancien chef. Leur loyauté est telle qu'ils vont transgresser la loi pour servir celui qu'ils considèrent comme un grand flic. Lors de perquisitions réalisées dans les locaux de la DGSI, anciennement DCRI, et précisément dans les bureaux d'Orsatelli et de Weinstein, des courriels envoyés et reçus par M. Squarcini ont été découverts et plusieurs documents, dont notamment une liste de noms à cribler, c'est-à-dire à rechercher dans le fichier des services secrets. Le fichier appelé Christina est couvert par le secret défense. Les 2 policiers ont criblé des noms très divers. Yves Bouvier, homme d'affaires et marchand d'art suisse. Ron Wahid, ancien employé du Sénat américain, qui a travaillé avec l'équipe Bush-Cheney. Charles Karam, un indicateur libanais dont le cabinet de conseil apparaît dans des factures adressées à LVMH. Victor et son fils Ilyas Krapunov, politicien kazakh, réfugiés en Suisse et poursuivis par leur pays d'origine. Mukhtar Ablyazov, oligarque kazakh, accusé d'avoir détourné 7,5 milliards de dollars au Kazakhstan. Tous ont des liens avec les intérêts de Squarcini, affirme le président du tribunal. C'est le hasard, répond l'ancien flic Dominique Weinstein. Mais le 13 avril 2015, vous avez regardé la fiche d'un prince belge. C'est un ami qui m'a parlé de ce nom que j'ai trouvé étrange et j'ai regardé, répond le policier. Mais pour regarder quoi? Ça ne devient pas un peu pathologique? Donc pour vous, Christina, on peut le consulter à l'envi, on peut cribler tout le monde, s'étonne le magistrat. Orsatelli est dans la salle. Il dit en chuchotant « Bien sûr ». Combien de fois Squarcini vous a demandé de regarder les fichiers? Je n'ai jamais utilisé le fichier pour M. Squarcini, jure-t-il. Dominique Weinstein ne convainc pas le tribunal. Mais à ce procès, il manquait un prévenu sur le banc des accusés. Celui qui a bénéficié de la plupart de ces infractions, le patron français le plus riche du monde, Bernard Arnault. Celui-ci a négocié avec la justice, moyennant une amende de 10 millions d'euros, il a échappé aux poursuites. Il est tout de même apparu au procès, auditionné en tant que témoin. Il est venu, entouré de toute sa cour, très agacé d'être là. Il s'est énervé contre François Ruffin, qu'il a accusé de faire sa publicité grâce à lui. Il s'est agacé aussi contre les questions débiles des avocats des parties civiles.
Mais sur le fond, il ne sait rien, il n'a rien vu, rien entendu, rien demandé. Tout aurait reposé exclusivement sur son numéro 2, décédé en 2018. Le 7 mars 2025, 8 personnes sur les 10 prévenues ont été condamnées dans cette affaire. 6 sont d'anciens policiers. Une partie a fait appel de ce jugement, dont Bernard Squarcini et Dominique Weinstein.